Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Pierrine Robin, qui est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Créteil et qui va venir nous parler aujourd'hui d'une recherche sur le passage à l'âge adulte après une mesure de protection de l'enfance, l'exemple d'une recherche par les pairs. Donc je laisse la parole à Pierrine. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir ici parmi vous. Donc, la recherche que je vais vous présenter, c'est une recherche sur la transition à l'âge adulte après une mesure de protection de l'enfance. Elle présente la particularité d'avoir été réalisée ce qu'on appelle par les pairs, c'est-à-dire par des jeunes qui ont été eux-mêmes concernés par des mesures de protection de l'enfance. Donc c'est une recherche qu'on avait réalisée dans le cadre d'un appel d'offres de l'ONED, de l'Observatoire national de l'enfance en danger, avec différents partenaires, le Conseil général du 92, du 94, de SOS Village d'enfants et la Fondation des apprentis d'Auteuil. Alors ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu le projet terminé qu'on est en train d'essayer de transformer en ouvrage à présent. Et donc c'est un état de la réflexion à un moment donné, mais qui bien sûr est encore en évolution. Donc c'était un projet collectif, donc porté par un collectif de chercheurs universitaires, notamment donc Marie-Pierre Makiewicz, Bénédicte Gousseau, mais aussi des praticiens, notamment Sylvie Delcroix, qui était qui est toujours conseillère à SOS Village d'enfants, et qui était portée par un groupe que je vais vous présenter, un groupe de 13 jeunes chercheurs pairs issus eux-mêmes des dispositifs de protection de l'enfance. Alors, quand on a démarré ce projet, en termes de contexte, qu'on peut souligner, c'est qu'il y avait un peu une double interrogation, à la fois une interrogation sur les dispositifs d'accompagnement à l'âge adulte des jeunes sortant de la protection de l'enfance, qui était fortement bouleversé, avec un jeu de renvoi un peu interinstitutionnel. Chaque institution se renvoie la prise en charge de ces jeunes. La protection judiciaire de la jeunesse est progressivement désengagée de cet accompagnement, qui est partiellement repris par les services de l'aide sociale à l'enfance. Et les services de l'aide sociale à l'enfance un peu renvoient la balle au dispositif de droit commun en demandant à ce que ces jeunes soient pris en charge par le droit commun. Et donc du coup, quand on a commencé ce projet, il y avait des interrogations sur finalement l'accompagnement, qui doit le réaliser, comment, et est-ce qu'il est toujours légitime qu'il y ait un accompagnement des jeunes majeurs à la sortie. Parallèlement à cette interrogation sur les dispositifs d'accompagnement des jeunes adultes sortant de la protection de l'enfance, il y avait aussi de forts questionnements, il y a toujours des questionnements importants, des institutions de recherche elles-mêmes et de leur capacité finalement à accéder aux publics les plus vulnérables, les plus en difficulté, et surtout leur capacité à rendre compte des expériences vécues et du point de vue de ces publics sans les instrumentaliser. Donc ce projet, il avait un double objectif, à la fois mieux comprendre et mieux accompagner la transition à l'âge adulte des jeunes sortant de la protection de l'enfance, et un objectif plus épistémologique et scientifique. Alors du côté de l'accompagnement, le constat qui était fait à l'entrée dans ce projet, c'est que donc la transition à l'âge adulte est un processus qui devient de plus en plus long, qui prend une importance de plus en plus grande dans le cycle de vie, puisqu'il s'agit plus seulement de devenir indépendant financièrement, mais aussi de réaliser une transition relationnelle et d'acquérir une autonomisation relationnelle. Alors si le passage à l'âge adulte s'est allongé dans la population générale, on considère par exemple que, selon les chiffres INSEE, que les jeunes décohabitent de chez leurs parents vers l'âge de 23 ans et sont indépendants financièrement vers l'âge de 25 ans, donc ce qui représente un allongement. Pour les jeunes sortant de la protection de l'enfance, à l'inverse, le passage à l'âge adulte est plus accéléré et plus brutal, puisque à l'âge de 16, 18 ou 21 ans, ils doivent réaliser finalement toutes les transitions, c'est-à-dire de l'école vers la formation, de leur famille à une nouvelle famille, du logement du logement en accueil à un logement autonome, en même temps, plutôt que graduellement. Et ce qui les différencie aussi par rapport aux autres jeunes, c'est que les possibilités d'aller-retour, finalement, sont moindres, puisqu'ils ont moins la possibilité de tester une vie indépendante, puis de revenir vers les services d'accueil.
Et donc, pour reprendre les termes des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet, notamment au Québec, comme Martin Goyette, ils parlent d'un processus à la fois accéléré et compressé, puisque finalement ces jeunes doivent faire plus et plus vite que les autres jeunes de la population générale. Donc finalement, on demande à des jeunes qui ont moins de ressources, moins de support, de faire plus vite et mieux que des jeunes tout venants qui ont, pas forcément plus de ressources, mais parfois plus de ressources qu'eux. Du coup, leur transition à l'âge adulte est rapide et brutale, ce qui peut engendrer différents problèmes dans le parcours. Alors, on ne dispose pas aujourd'hui d'études quantitatives sur les parcours de sortie. C'est l'ambition de l'étude INELAP, donc, qui est dirigée par Isabelle Fréchon sur une cohorte représentative de 1600 jeunes sortant entre 17 et 20 ans des services de l'aide sociale à l'enfance. Mais néanmoins, les études, ces résultats vont venir, ils sont en cours, mais néanmoins, les études internationales montrent qu'il y a des problèmes spécifiques qui se posent pour ce public à la sortie, notamment des problèmes d'insertion professionnelle, des problèmes de santé mentale, des problèmes aussi d'isolement et parfois de dépression. Et par ailleurs, donc, le dispositif d'accompagnement, s'il est bien existant, il est de plus en plus flexible et temporaire, et il se caractérise par aussi beaucoup d'inégalités sur le territoire, puisque certains conseils généraux vont arrêter la prise en charge à 18 ans, par exemple c'est le cas du conseil départemental du Loiret, tandis que d'autres ont développé des programmes pour favoriser l'accompagnement jusqu'à 25 ans. C'est le cas, par exemple, de l'Aube ou encore du Val-de-Marne, où certaines mesures d'accompagnement durent jusqu'à 25 ans. Donc il y a de plus en plus d'inégalités sur le territoire. Et ce que montrent aussi les travaux réalisés sur le sujet, notamment les travaux de Cécile Young, c'est que les mesures d'accompagnement ont tendance à s'adresser aux jeunes les plus insérés, du fait de la contractualisation des mesures, qu'aux jeunes les plus en difficulté. Puisque, vous le savez, en tant que professionnel, pour obtenir le contrat jeune majeur, il faut avoir un projet déjà bien construit, ce qui peut mettre en difficulté les jeunes qui sont les plus éloignés de la logique de projet. Alors, parallèlement à ces enjeux relatifs à l'accompagnement donc des sorties de placement, on était aussi face à des enjeux scientifiques et éthiques sur, finalement, comment faire émerger des paroles non dissibles, donc de jeunes dans ces parcours de sortie à la sortie de l'aide sociale à l'enfance, et comment, finalement, faire émerger des paroles inaudibles, non dissibles et non libres d'acteurs affaiblis par une catégorisation de l'action publique. Donc la difficulté, c'était de recueillir ces points de vue et surtout de les recueillir dans leur pluralité, c'est-à-dire sans regarder les parcours qu'à l'aune du rapport à l'institution, mais aussi regarder les parcours de sortie de ces jeunes dans leurs différentes sphères de vie, c'est-à-dire dans les sphères de vie amicales, sociales, à l'école, etc., etc. Un autre enjeu de notre projet, c'était aussi comment produire de nouvelles connaissances sans reproduire des rapports de domination dans la production de connaissances, avec l'idée de fond qui était que peut-être que c'est seulement en donnant aux premiers concernés les moyens de développer leurs propres enquêtes et leurs propres connaissances qu'on va pouvoir aussi remettre en cause les rapports de domination dans la production des savoirs. Par exemple, je le détaillerai un petit peu par la suite, quand on a montré les travaux existants aux jeunes chercheurs du projet, donc aux jeunes sortants de la protection de l'enfance, ils étaient très surpris par l'entrée immédiatement négative sur leur parcours. C'est-à-dire, par exemple, quand on leur montrait les statistiques de sortie avec les difficultés répertoriées dans les recherches, ils étaient très blessés par le fait que leur parcours était vu uniquement sous l'angle négatif. Et donc, faire une recherche par les pairs, on se disait que ça pourrait peut-être permettre de voir ces situations de manière différente, même si on n'a pas aussi échappé peut-être à ce défaut d'avoir aussi beaucoup axé la recherche sur les manques et pas assez sur les forces. Alors qu'il nous parlait beaucoup pendant le projet de ces faiblesses qui deviennent aussi des forces et des difficultés qui deviennent aussi des supports. Et donc, du coup, l'enjeu était de produire de nouvelles formes de connaissances avec des personnes peu reconnues dans leur identité et fragilisées dans leur processus de construction identitaire. Donc, le dispositif de recherche était pluriel, donc avec un acteur universitaire, l'UPEC, mais aussi donc des acteurs, des partenaires à la fois associatifs et publics, l'Observatoire national de l'enfance en danger et un groupe de jeunes chercheurs pairs.
Alors les jeunes engagés dans le projet donc, étaient au nombre de 13. Ils ont été recrutés via les partenaires. Donc c'est eux qui nous ont mis en contact avec les jeunes en question. On a cherché aussi à faire des propres recrutements en allant présenter le projet dans des foyers. Mais les jeunes auxquels on a présenté le projet dans les foyers sont restés très peu de temps dans le projet et ont vite quitté ce projet. Donc peut-être qu'on était embêtés par le fait que c'était des jeunes qui avaient été choisis par l'institution, et en même temps peut-être que les institutions aussi avaient des critères importants pour s'assurer que ce soit des jeunes qui puissent s'intégrer dans un projet à long terme, puisque ça a duré plus de 2 ans, et qui puissent suivre ce genre de projet. Alors néanmoins, c'était un groupe assez divers, donc il y avait 13 jeunes de 20 à 30, enfin ils avaient 18 au moment du début du projet et 29 à la fin. Aujourd'hui, donc ils en ont entre 20 et 31. Il y avait 6 filles, 7 garçons, essentiellement de la région parisienne et du Nord. Ils représentaient une diversité de parcours en institution. Ils avaient connu à la fois des placements en famille d'accueil, en foyer, en village d'enfants, mais la plupart avaient connu des placements longs, c'est ce qui les caractérisait. Ils étaient restés assez longtemps dans le dispositif. Au moment du projet, 4 étaient sortis du dispositif, 6 étaient en contrat jeune majeur et 3 bénéficiaient d'aides de suite, notamment des aides associatives pour poursuivre des études. 4 étaient en apprentissage, 4 en études, 3 en recherche d'emploi et 2 en emploi. Donc vous voyez que c'était des parcours assez divers. Et 3 étaient engagés dans d'autres projets associatifs, dans différents projets, et 1 dans un projet politique. Donc on est face à un groupe diversifié. Néanmoins, ce qu'ont pu percevoir les jeunes, c'est qu'ils ont été choisis socialement par l'institution pour témoigner. Et donc, quand ils se sont retrouvés ensemble lors de la première journée de formation, ils ont cherché à élargir le groupe pour associer notamment leurs frères et sœurs, pour associer des personnes qui avaient eu des parcours plus erratiques que le leur. C'est-à-dire qu'ils se sont regardés, ils ont fait le tour de table, ils se sont dit tiens, c'est bizarre, ça ressemble pas trop aux jeunes que je voyais aussi en foyer. Et donc, ils ont pris l'initiative d'élargir le groupe pour avoir une diversité plus grande des parcours. Les raisons qui ont poussé à leur engagement étaient très diverses. Pour certains, c'est des raisons très personnelles et pour d'autres, des raisons plus collectives. Du côté des raisons collectives, c'était de pouvoir donner enfin son avis dans une logique qui était plus une logique obligatoire, mais bien d'une volonté individuelle de participer. Pour certains, c'était ajouter sa pierre à l'édifice pour permettre de faire évoluer les dispositifs. Pour certains autres, c'était aussi donner une visibilité à cette thématique pour éviter qu'on parle toujours des jeunes de l'ASE sous un angle négatif. Et enfin, pour certains, c'était aussi comprendre leur propre parcours à un moment donné où finalement ils n'avaient plus trop d'entourage éducatif, professionnel pour réélaborer ce qui s'était passé pour eux. Et ils souhaitaient aussi avoir l'exemple d'autres parcours pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans leur propre vie. Notamment un qui cherchait à comprendre pourquoi il avait fait des études, pourquoi il s'était retrouvé à Sciences Po là je vous le donne un peu en bref, pourquoi il s'était retrouvé à Sciences Po pendant que sa sœur était toujours dans des projets très courts, dans des difficultés à s'insérer, tandis que son frère était en prison. Donc il avait une très forte interrogation sur finalement pourquoi ça avait marché pour lui et qu'est-ce qui s'était passé pour ses frères et sœurs. Donc une très forte volonté de pouvoir aussi comprendre son parcours, le comparer avec d'autres, pour aussi peut-être se rendre compte que finalement les parcours n'étaient pas issus d'une responsabilité individuelle, mais aussi étaient pris dans des forces collectives. Et finalement, ces raisons, à la fois individuelles et collectives, elles ont beaucoup alterné au cours du projet. C'est-à-dire certains s'étaient investis pour des raisons personnelles et finalement ont été les plus moteurs de la mobilisation collective. Et inversement, d'autres s'étaient investis pour des raisons collectives et finalement ont été très, très contents de pouvoir aussi élaborer leur propre parcours. Donc on voit bien qu'il y a aussi un rapport de continuité entre l'engagement pour soi et l'engagement pour autrui. Alors finalement, c'est les jeunes qui ont beaucoup fait émerger la thématique de la construction identitaire dans ce projet. Alors au début, cette thématique, elle est un peu entrée par la petite porte. Donc au début, quand on les rencontrait, elle émergeait beaucoup autour de la référence à des contes. Il y en a un qui parlait tout le temps de la chèvre de Monsieur Seguin. Pourquoi, là aussi, je vais le dire de manière assez brève et imagée, pourquoi la chèvre était partie et est-ce qu'elle avait trouvé finalement mieux ailleurs. Ou il nous parlait beaucoup des Misérables en nous demandant, par exemple, si
Les Thénardier, il pensait que les Thénardier aimaient finalement Cosette. Donc au début, la question des liens et la question de la construction identitaire a émergé chez les jeunes eux-mêmes dans des références à des contes, à des histoires pour enfants. Et puis, progressivement, un des jeunes, notamment, a été très moteur de la mobilisation de références de la littérature. Et il est venu, au fur et à mesure du projet, avec beaucoup d'ouvrages, alors celui de Didier Ribon, celui d'Édouard Louis, sur les parcours de transfuges, de transclasses. Il est venu donc avec toute une série de biographies racontant un parcours de changement de monde, de changement social. Et puis, il est aussi après revenu avec un ouvrage qu'il avait volé à la FNAC, qui s'appelle Les Transclasses, un ouvrage de Chantal Jacquet. Et il trouvait que dans cet ouvrage, il avait aussi beaucoup de moyens de comprendre son propre parcours d'une personne un peu entre plusieurs mondes. Et donc, la question de la construction identitaire, elle a d'abord émergé un peu par la petite porte, d'abord sur des temps informels, c'est-à-dire sur des temps qui n'étaient pas forcément des temps de regroupement, mais plutôt des temps d'aparté, des temps de discussion en aparté, et pour finalement être débattus après collectivement, comme si c'était une question qui était d'abord trop brûlante pour pouvoir la débattre collectivement. Et donc finalement, c'est au fur et à mesure des rencontres qu'on a axé les résultats sur la question de la construction identitaire suite à un parcours de placement. Et ce qui nous semblait intéressant, puisque finalement c'est une question assez peu travaillée en France. Alors, du côté des travaux menés en France sur cette question, j'imagine que vous les connaissez tous puisque c'est une locale. On peut citer notamment en sociologie les travaux d'Émilie Potin qui ont permis, je ne vais pas le détailler puisque j'imagine que vous le connaissez bien, qui ont permis de mesurer les effets des politiques d'aide sur les trajectoires identitaires des enfants en distinguant 3 catégories d'enfants, les enfants placés, déplacés et replacés, et finalement 3 formes du faire famille en lien avec les trajectoires en protection de l'enfance. On peut aussi citer notamment les travaux de Sophie Chauvineau, qui s'est intéressée à la manière dont les personnes se définissent pour elles-mêmes et pour autrui, en fonction des catégories, si elles ont été pupilles, en famille d'accueil ou adoptées. En Angleterre, c'est une question qui est plus travaillée, notamment sur la transition à l'âge adulte, sur les supports d'appartenance à l'âge adulte. Et ce qui est beaucoup travaillé en Angleterre, c'est la question de l'origine ethnique, c'est-à-dire comment les jeunes issus de minorités visibles et qui ont connu des mesures de placement, de ce qu'ils appellent dans des zones blanches, se construisent à l'âge adulte face à des héritages mixtes. Et finalement, ce qu'on peut souligner, c'est que la question identitaire est peut-être d'autant plus importante quand elle ne va plus de soi, quand elle n'est plus donnée d'emblée. Et comme le souligne Pollack, finalement, les travaux qui ont été le plus menés sur les questions identitaires sont toujours liés à des situations extrêmes, ce qu'il appelle les situations extrêmes ou les situations limites, qui sont finalement révélatrices de l'expérience normale. Néanmoins, c'est des questions qui sont, même si on peut penser que les situations extrêmes nous donnent des éléments pour comprendre les situations ordinaires, néanmoins, c'est une question complexe à étudier puisque le champ de recherche semble cliver entre deux courants de recherche, ceux qui étudient plutôt les situations ordinaires, par exemple comme De Singly, ou ceux qui vont plutôt s'intéresser aux situations de fragilité, comme Castel, Pogam, et ces deux champs de recherche semblent peu communiquer. Et donc du coup, la question qu'on s'est posée, c'est comment comprendre alors les parcours en situation limite, comment comprendre les processus d'identification dans les situations sociales d'hybridité et d'ambivalence. Alors, il nous a semblé qu'on pouvait reprendre à notre compte la définition des situations limites qui est proposée par Pollack. Il la propose, lui, au travers des catégories, en ayant étudié les parcours des personnes qui sortent des camps de concentration, les parcours des homosexuels qui cherchent à construire des associations collectives pour retourner le stigmate porté sur eux, donc en étudiant différents types de situations. Et pour lui, la définition d'une expérience extrême ou limite est liée au fait que la situation est imprévisible, étrange et non préparée. Un autre aspect de cette expérience limite, c'est quand l'individu se trouve coupé de son milieu habituel
et qui va être placé dans une situation d'imprévisibilité permanente. Et c'est le cas des enfants placés, puisqu'ils sont coupés de leur milieu social d'origine, et ils entrent dans le dispositif pour une durée indéterminée, dans laquelle ils vont être confrontés à de nouvelles imprévisibilités. Et du coup, face à ces situations d'imprévisibilité permanente, seuls des îlots de confiance, des micro-mondes peuvent être préservés. Et donc, pour comprendre la question des parcours et de la construction identitaire des enfants placés, on a essayé de mobiliser donc une pluralité de théories, donc notamment la référence à Pollack et l'identité blessée, où il cherche à comprendre comment des personnes qui ont connu une alternation, c'est-à-dire un changement de monde, se construisent avec des références multiples et plurielles. On s'est aussi intéressé au concept d'identité assignée de Goffman et Dubar, mais aussi à la question du moi spectral de Jacquet, c'est-à-dire finalement comment chaque individu arrive à se construire à la fois pour soi et pour autrui face à des référents pluriels. Alors, dans ce projet, nous avons mis en place une méthodologie particulière, donc comme je l'ai dit, en associant un groupe de jeunes chercheurs à toutes les étapes du processus. Donc, on a d'abord conduit 4 jours de formation sur 2 week-ends avec les jeunes chercheurs pairs recrutés. Et pendant ces 4 jours, donc, on a cherché à développer, à présenter à la fois qu'est-ce que c'était qu'une recherche à ces jeunes, mais aussi à faire en sorte que ce soit eux qui développent les méthodes d'enquête. Et ils se sont orientés vers 3 méthodes d'enquête. Un entretien qu'ils ont choisi d'appeler discussion parce qu'ils ne voulaient pas faire référence aux multiples entretiens qu'ils avaient déjà connus auprès des éducateurs. Ils soulignaient souvent que pour les éducs, ils avaient un discours pré-réchauffé qui sortait à chaque fois, pour surtout qu'on leur pose pas trop de questions. Et donc, ils voulaient éviter que le jeune se situe de nouveau dans cette démarche. Et donc, ils ont plutôt choisi d'appeler l'entretien discussion pour en souligner la dimension d'échange et d'interaction. Et de fait, les entretiens qu'ils ont réalisés, ils sont beaucoup plus interactifs que des entretiens que nous, on aurait pu faire en tant que chercheurs. Alors, ils ont eu des positions de recherche très différentes, à tel point que certains parfois l'enquêteur parlait plus que l'enquêté, ça c'était aussi un peu pour nous problématique, mais c'était leur manière d'interpréter la recherche. Donc ils ont eu recours à une discussion, ils ont eu recours à un photolangage, une photodiscussion pour avoir un support d'échange que je vous montrerai aussi, et puis ils ont eu recours à un petit questionnaire pour avoir des données un peu objectives sur les parcours recueillis. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'était qu'ils étaient très sensibles au recueil de la parole des jeunes rencontrés et à la manière de les approcher, en laissant aussi beaucoup de liberté aux enquêtés rencontrés. C'est-à-dire qu'ils ont choisi aussi d'aller enquêter collectivement, donc dans les foyers ou auprès des listes que nous avaient fournies les institutions, en laissant aussi aux jeunes le choix, est-ce que tu veux être enquêté par un homme, ou par une fille ou par un garçon, est-ce que tu veux être enquêté par quelqu'un de ton âge ou pas quelqu'un de ton âge, donc en laissant beaucoup de liberté aussi à l'enquêter pour aussi choisir son enquêteur. Et ce qui nous a semblé aussi intéressant dans leur manière de conduire cette recherche, et ce qui est pas habituel par rapport à nos méthodes à nous, c'est qu'ils ont d'abord choisi d'enquêter auprès de situations proches, c'est-à-dire qu'ils sont allés enquêter d'abord là où ils avaient été placés, dans leur réseau, là où ils étaient placés, avant de pouvoir étudier des situations plus éloignées des leurs, notamment les situations des mineurs étrangers isolés. Donc c'est comme si le passage par le proche leur a permis après d'interroger le plus lointain. Pour encadrer ce projet, on a mis en place des réunions très très régulières, une fois par mois à peu près, surtout sur les temps de week-end, puisque c'était les temps aussi où ils étaient disponibles, et parce qu'on a remarqué que pour les faire venir, il suffisait pas de se réunir une après-midi à Créteil. Bon, Créteil c'est pas très fin, c'est moins joli comme contexte qu'ici, donc on comprenait que venir à Créteil c'était pas ce qu'ils avaient le plus envie, et donc on a fait plutôt des rencontres sur des temps de week-end pour qu'il y ait aussi un partage convivial, qu'on partage des repas, qu'on partage aussi des temps de détente avec eux. Et finalement c'est ça aussi qui a fait qu'ils ont accroché dans le projet, c'est qu'il y avait aussi des temps, d'autres temps, enfin c'était pas seulement un temps institutionnel finalement avec eux. Et donc, à force de ces temps d'échange, à force de ces temps de rencontre, donc sur des temps de week-end, sur des temps longs, ça nous a permis aussi de développer un espace collaboratif, un espace réflexif commun, dans lequel il est finalement difficile de distinguer la voix des jeunes chercheurs pairs et la voix des chercheurs. C'est ce qui frustre parfois beaucoup les partenaires en nous disant « mais alors qu'est-ce qu'ils ont dit ? Quelle serait leur parole intacte ?» alors que la parole, elle n'est pas intacte, elle est aussi toujours co-construite dans une dimension d'échange et d'interaction.
Alors, ce qui caractérise ces récits, c'est qu'il y a une implication très forte des jeunes enquêteurs dans le récit. Ils prennent le temps de se présenter, d'expliquer leur parcours, leur rapport à l'aide sociale à l'enfance. Et surtout, il y a une dimension d'échange et d'interaction où ils font état aussi de ce qu'ils ont ressenti à telle ou telle étape ou des points de comparaison avec le récit de l'enquêté. Ce qui caractérise aussi ces récits, c'est qu'il y a une dimension de conseil et de soutien, c'est-à-dire qu'au moment de l'enquête, ils en profitent aussi, par exemple, pour informer le jeune sur ses droits, le droit d'avoir accès à son dossier, ou l'informer aussi sur la manière d'obtenir un contrat jeune majeur en lui filant les combines. Insiste plutôt sur tes faiblesses pour avoir le contrat jeune majeur, parce qu'il faut plutôt larmoyer plutôt que présenter un projet trop ficelé. Donc au final, on a des récits très dialogiques, très dialogués, et des récits qui sont finalement support à l'identification et support aussi à la mise en sens des vécus intérieurs, des vécus intimes. C'est-à-dire c'est par le dialogue qui finalement ils s'aperçoivent que leur récit n'est pas qu'une histoire individuelle, mais qu'elle est aussi une histoire collective, et que dans ces récits, ils n'ont pas qu'une responsabilité individuelle, mais qu'il y a aussi des contextes et des forces collectives qui ont joué dans leur parcours. Alors pour vous présenter brièvement le panel des enquêtés, donc on a eu 36 enquêtés, 15 femmes, 21 hommes, de 16 à 26 ans. Alors c'est un c'est un panel large, mais on s'est aperçu que finalement la perception de la transition à l'âge adulte n'était pas du tout la même à 18, 21 ans ou à 26 ans. 13 étaient encore en mesure et la plupart avaient connu des placements divers. 28 avaient connu des foyers, 12 des familles d'accueil, 5 des villages d'enfants et 3 des lieux de vie. Alors on a accès à un panel diversifié, aux parcours variés. Donc du côté des variables objectives, on peut retrouver 3 types de parcours, des entrées précoces avant 6 ans et des parcours longs. Et en général, ces personnes qui rentrent très tôt ont connu moins de 2 lieux d'accueil. On a aussi des entrées entre 6 et 13 ans, ce qu'on appelait les parcours intermédiaires. Et c'est dans ces parcours, comme le soulignent aussi les travaux de Stein, que les risques de rupture sont les plus grands. C'est-à-dire c'est quand on rentre à l'âge entre 6 et 13 ans, donc en moyenne vers 11 ans, que les jeunes ont le plus de risques de connaître des ruptures. Et c'est là où on avait le plus d'aller-retour avec la famille d'origine, mais aussi le plus de types de prise en charge. Certains avaient connu 5 et plus lieux de placement. Et enfin, on avait un 3e parcours plus ou moins objectivé qui est représenté par les placements tardifs à partir de 14 ans. Et dans ce cas-là, les enquêtés avaient connu en moyenne 2 lieux d'accueil. Alors si le panel est diversifié, néanmoins, ce qui caractérise nos enquêtés comme nos enquêteurs, c'est qu'ils sont assez en lien avec l'institution. Donc on n'est pas du côté des jeunes les plus fragilisés, on est encore du côté des jeunes encore relativement acérés. Ça vient d'un biais qui est lié au fait qu'on a beaucoup retrouvé ces jeunes en lien avec les institutions partenaires, parce que les jeunes ont assez peu mobilisé, ce qu'on avait espéré, leur réseau de pairs, c'est-à-dire qu'ils ont peu mobilisé, ils ont peu fait des enquêtes auprès, par exemple, de leurs amis ou de leurs frères et sœurs. Et donc, ce qui caractérise notre panel, c'est que tous avaient bénéficié d'un contrat jeune majeur, sauf 2, donc c'est pas anodin comme panel. Et ils étaient relativement diplômés. Si on regarde les niveaux de formation, on n'est pas du tout, ça correspond pas du tout, par exemple, au niveau de formation relevé par l'adresse dans les parcours de l'aide sociale à l'enfance. Donc, on a accès à des enquêtés relativement intégrés. On peut penser que c'est aussi lié à la condition du témoignage, c'est-à-dire que c'est plus facile de témoigner quand on a un parcours relativement d'insertion relative que quand on a un parcours le plus erratique. Et on peut penser aussi que c'est lié à la sélection, bien sûr, des institutions. Mais néanmoins, dans ces parcours relativement favorisés, on a pu repérer déjà un très grand nombre de difficultés. Alors, on a cherché à élaborer une typologie sur ces parcours d'enquêtés. Une typologie qui croise à la fois des variables objectives comme la durée, la stabilité de la prise en charge, ce qui s'est passé avant la prise en charge et après la prise en charge, l'accompagnement à la sortie, mais surtout une typologie qui laisse beaucoup de place à la perception subjective des liens noués
et à la perception subjective de la stabilité. Parce qu'une des grandes interrogations des jeunes chercheurs pairs au moment du projet, c'était de nous dire mais c'est pas parce qu'on a eu un placement stable de 2 à 15 ans au même endroit qu'on s'est perçu comme stable ou qu'on a perçu être en situation de stabilité, parce qu'il y a toujours, par exemple, les visites chez la famille d'origine qui créent de l'instabilité. Et donc, dans cette typologie, on a cherché à avoir des variables objectives, mais surtout aussi, on a cherché à prendre en compte les perceptions subjectives de qu'est-ce qui fait stabilité ou qu'est-ce qui fait pas stabilité. Alors, notre typologie, on l'a réalisée principalement au regard des liens, c'est-à-dire quelles sont les configurations relationnelles à l'âge adulte, et c'est au regard des liens qu'on a interrogé les autres dimensions, notamment le rapport à l'aide, le rapport à la scolarité et le rapport à la transition à l'âge adulte, parce qu'il nous semblait que finalement les liens étaient centraux pour comprendre les autres dimensions et les autres sphères de vie. Alors, c'est une typologie qui est particulière. Il y a d'autres typologies qui existent donc, sur les enfants placés. Donc, notamment, j'ai cité celle d'Émilie Potin au travers des notions de faire-famille. Il y a les typologies de Max Stein, elles reposent plus sur les trajectoires d'insertion, ceux qui réussissent, ceux qui sont en panne d'insertion. Il y a des typologies qui sont plutôt centrées sur le rapport à l'aide. Donc, nous, on a cherché à intégrer ces différentes dimensions, mais en mettant les liens comme l'axe principal de notre typologie. Ce qu'on a cherché aussi à faire, c'est une typologie qui prenne à la fois les parcours familiaux, les parcours en prise en charge et la question de la transition à l'âge adulte. Et il nous a paru que le moment de la transition à l'âge adulte était un moment clé où il peut y avoir des fortes bifurcations possibles. C'est pour ça qu'à l'intérieur de chaque parcours, on a montré que les parcours peuvent aussi se diviser au moment de la transition à l'âge adulte. Donc, au regard des liens noués, et quel que soit le type de lien, que ce soit avec la famille d'origine, avec la famille d'accueil, etc., ou avec les amis, on a identifié 3 types de parcours. Donc, ce qu'on a appelé les liens noués, et dans ce cas-là, le passage à l'âge adulte peut se faire dans l'assurance ou la désillusion. Les liens détachés, dans ce cas, le passage à l'âge adulte peut se faire dans l'anticipation ou la précipitation. Et les liens suspendus, et dans ce cas, le passage à l'âge adulte peut se faire dans l'accompagnement ou dans l'oubli. Donc, du côté des liens noués, on retrouve ceux qui sont rentrés le plus précocement dans le dispositif de prise en charge et qui ont connu principalement des accueils stables. Ce qui caractérise leurs récits, c'est des récits peu linéaires, mais très réflexifs. C'est-à-dire que les jeunes ont beaucoup réélaboré leur histoire, mais souvent il leur manque une partie de leur histoire, et notamment l'histoire d'origine, l'histoire avec leurs parents d'origine. Ce qui caractérise les liens dans ces types de parcours, c'est qu'ils ont pu nouer des liens pluriels, des liens personnels, pérennes et cumulatifs. C'est vraiment ce qui les distingue des autres, c'est la qualité des liens noués, c'est-à-dire des liens très personnalisés. C'est ceux qui citent les noms, par exemple la famille d'accueil qui est appelée par son nom, alors que les autres appellent plutôt les familles d'accueil, la famille d'accueil, le système de l'ASE. Donc c'est des liens qui sont plus personnels. C'est des jeunes qui ont eu l'assurance d'une continuité dans les liens, d'une certaine pérennité dans les liens. Et c'est des jeunes qui ont pu cumuler plusieurs formes de liens, c'est-à-dire qu'ils ont pu cumuler par exemple le lien avec leur famille d'accueil et par exemple le lien avec leur fratrie. Et c'est ce qui les distingue beaucoup des autres types de parcours. Dans ces parcours, les jeunes identifient ces liens et la stabilité comme source d'affects positifs qui ont permis un investissement scolaire et qui aussi leur permettent de mobiliser facilement l'aide. C'est les jeunes qui sont à l'aise pour demander de l'aide quand ils en ont besoin. Dans ces parcours, le passage à l'âge adulte a pu être vécu comme une transition, ou comme une forme de désillusion et un second abandon. Alors, quand il a été vécu comme une transition, c'est quand le jeune a d'une part bénéficié d'une forme de reconnaissance dans son lieu d'accueil, que ce soit une famille d'accueil ou un foyer, quand il a eu le sentiment de compter sur, mais aussi de compter pour. Par exemple, il y a un jeune qui nous expliquait dans mon foyer, c'est un peu comme ma maison, et les éducateurs, ils me parlent aussi de leur vie, et s'ils me parlent aussi de leur vie, c'est que je dois compter aussi pour eux. Donc, c'est des jeunes qui ont eu le sentiment de compter pour quelqu'un. Et par ailleurs, c'est ceux qui ont bénéficié d'un accompagnement à l'âge adulte qui s'est fait dans une forme de continuité, sans rupture, sur un temps de sortie choisi. Inversement, pour d'autres, le passage à l'âge adulte était vécu comme une forme de désillusion, comme une forme de second abandon, quand ils se rendent compte que finalement les liens noués ne vont pas perdurer à l'âge adulte et quand finalement la dimension financière de l'accueil prend le pas sur la dimension affective, c'est-à-dire que le contrat implicite de la pérennité des liens ne tient plus,
même si parfois un contrat explicite existe, c'est-à-dire même s'il y a des aménagements pour que le jeune puisse revenir dans sa famille d'accueil, il peut revenir, mais il a le sentiment d'avoir perdu sa place dans la famille d'accueil, d'être un être de passage, et que finalement les liens construits se distendent à l'âge adulte. Alors parfois c'est des liens qui se distendent, et parfois c'est lié à un clash, par exemple, autour de la reconnaissance de l'homosexualité d'un jeune au moment de l'adolescence. Et dans ce cas-là, c'est des jeunes qui vivent vraiment le passage à l'âge adulte comme une désillusion, comme une forme de second abandon, et du coup qui vont avoir une relecture des liens noués très différente à l'âge adulte que pendant l'enfance. C'est ceux qui vont dire finalement je comptais pas trop, je faisais partie des meubles dans la famille d'accueil, et il manquait quelque chose dans cet accueil, il manquait une dimension de reconnaissance personnelle dans cet accueil. Donc c'est le cas d'Hervé qui du coup qui garde un caractère assez amer de son parcours. Les lacunes, elles sont là, qu'effectivement, on voyant la majorité des enfants qui se retrouvent comme ça, laissés à l'abandon une deuxième fois. On ne peut pas faire un travail de construction d'un enfant, puis l'abandonner. Donc, je n'ai pas trop le temps de le détailler son parcours, mais j'aurai peut-être plus le temps cet après-midi de le faire. Alors, un second type de parcours, et donc c'est des jeunes qui peuvent dire aussi à l'âge adulte, si c'était à refaire, je me détacherais d'emblée, je ne m'attacherais plus à ma famille d'accueil. C'est le cas un peu d'Hervé à la fin de son parcours. Et il pourrait rejoindre du coup la cohorte des liens détachés. Alors dans ce second type de parcours, on est face à des récits très différents, on est face à des récits très longs, initiatiques. C'est des jeunes qui ont l'impression d'avoir passé une série d'épreuves et de ressortir de ces épreuves avec une sorte de leçon, d'avoir appris quelque chose de leur parcours. Dans les liens détachés, on est du côté des parcours familiaux et institutionnels marqués par le plus de ruptures. Donc c'est des jeunes qui ont été exposés pendant longtemps à des situations de violence dans leur famille, des situations de violence non repérées, et qui rentrent dans les systèmes d'aide plutôt tardivement, autour de 14 ans, en ayant connu déjà beaucoup de ruptures. C'est ceux qui ont connu le plus de troubles dans l'affiliation, par exemple ceux qui s'aperçoivent qu'ils ne sont pas l'enfant de leur père et qui vont aller rechercher leur père biologique, ou ceux qui ont connu aussi des parcours migratoires en lien avec ces ruptures familiales. Et du coup, ils rentrent dans le dispositif de protection de l'enfance avec l'idée qu'ils ne veulent plus s'attacher, que la famille, c'est plus pour eux, et ils sont souvent très mal à l'aise par les accueils en famille d'accueil, parce que pour eux, la famille, c'est plus un système relevant. Dans ces parcours, c'est plutôt des jeunes qui sont moteurs des changements, c'est-à-dire c'est plutôt eux qui vont être à l'initiative d'un changement de prise en charge pour essayer de trouver l'aide la plus adaptée, parce qu'ils considèrent qu'ils ont supporté trop de choses dans leur famille, qu'ils ne supporteront plus rien, et ils vont être moteurs des transitions et moteurs des ruptures pour trouver le projet le plus adapté pour eux. Et ce qui va faire stabilité dans leur parcours, c'est plutôt leur projet scolaire. C'est des jeunes qui investissent énormément la scolarité, et c'est le projet scolaire qui leur donne le sentiment de stabilité et d'un fil rouge dans leur parcours. C'est des jeunes qui sont très à l'aise avec les normes d'accompagnement et le faire avec au moment de la transition à l'âge adulte, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été souvent parentifiés dans leur famille d'origine, d'avoir pris des responsabilités dans leur famille d'origine, et donc ils sont très demandeurs de ne pas qu'on fasse sans eux, mais avec eux, et donc ils sont très à l'aise avec les normes d'autonomie demandées dans l'accompagnement à la transition à l'âge adulte. Alors néanmoins, dans la transition, certains vont définir la transition à l'âge adulte comme une anticipation. C'est ceux qui vont dire « je me suis préparé à l'âge adulte » et pas « j'ai été préparé ». Par exemple, certains identifient de s'être préparés très tôt à la transition à l'âge adulte, et d'autres qui n'ont pas suffisamment le temps d'anticiper, de se préparer, qui ont le sentiment d'être poussés à la sortie, notamment ceux qui sont, par exemple, expulsés des foyers pour inconduite à l'âge adulte. Alors, dans ces parcours-là, les jeunes valorisent fortement la transition, néanmoins, comme une forme d'accomplissement. Ils ont l'impression d'avoir accompli, d'avoir traversé une épreuve, même s'ils soulignent être très essoufflés à l'âge adulte. C'est le cas d'Anna qui dit « J'ai même pas eu besoin de le dire, c'est mon éducatrice elle-même qui l'a dit. Je sais, Anna, je sais ce que tu penses. Il faut qu'on te laisse souffler, mais tu sais, on peut pas se reposer. Et ça, c'est horrible, on peut pas. Quand tu es à la DAS, il y a plein de choses que tu peux pas. T'as pas le droit de te projeter trop loin parce que tu sais jamais ce qui va arriver, t'as pas le droit de souffler. » Et donc c'est des jeunes qui arrivent aussi au moment de la transition à l'âge adulte un peu comme des marathoniens, un peu essoufflés. Un dernier type de parcours, c'est ce qu'on a appelé les liens suspendus.
Alors, on est du côté des récits les plus courts du corpus et les plus confus. C'est les jeunes qui sont les plus contradictoires sur leur sortie, qui présentent à la fois leur sortie comme un moment choisi, un moment subi, qui sont très contradictoires dans leur discours, qui ont le sentiment d'être aidés par tout le monde, par personne et puis par quelqu'un en fait, mais sans pouvoir citer de personnes ressources. Du côté des variables objectives, c'est ceux qui ont connu le plus d'aller-retour entre leur famille d'origine et la suppléance et qui ont connu le plus de changements de lieu d'accueil, 5 et plus. Donc là, on retrouve un peu le parcours des enfants déplacés ou replacés d'Émilie Potin. Ils peuvent identifier des soutiens même un peu polymorphes, mais c'est des soutiens qui sont peu personnalisés et surtout, c'est des soutiens qui sont successifs, peu disponibles ou altérés. C'est-à-dire que dans ces parcours, un lien en chasse un autre et il n'y a aucun lien qui peut se cumuler. C'est-à-dire le lien avec une famille d'accueil chasse un autre lien avec une famille d'accueil, le lien avec un éducateur chasse un autre lien avec un éducateur. Donc il n'y a rien de pérenne dans ces liens. Et par ailleurs, même s'ils peuvent identifier des soutiens, ils ne peuvent pas les mobiliser dans leur rapport à l'aide parce qu'ils identifient aussi les limites des disponibilités de ces soutiens. Par exemple, il y a un des jeunes qui nous décrivait, ils pouvaient recontacter ces 3 familles d'accueil, mais une famille d'accueil, ils étaient trop âgés pour l'accueillir. Une autre, ils avaient accueilli d'autres enfants entre-temps. Et donc, ils nous disaient, si j'avais un problème, je ne pourrais pas retourner vers eux, en fait. C'est-à-dire qu'ils identifient bien des liens, mais ce n'est pas des liens disponibles dans l'accompagnement. Par ailleurs, c'est des jeunes qui ont plus l'impression d'avoir été aidés collectivement qu'individuellement. Et du coup, c'est les jeunes qui sont dans les projets scolaires les plus fluctuants. C'est ceux qui ont le plus dû bifurquer, changer de projet, faire un projet court. C'est ceux qui sont le plus dans les situations de décrochage. Et c'est ceux qui perçoivent l'aide la plus aléatoire et qui ont le moins tendance à recourir à l'aide. Et donc du coup, dans leur perception de la transition à l'âge adulte, certains le vivent comme une forme d'accompagnement et d'autres comme une forme d'oubli, c'est-à-dire c'est ceux qui ont l'impression d'un sentiment d'inexistence quand finalement la prise en charge s'arrête et qu'aucune nouvelle n'est demandée d'eux, qu'il n'y a pas de bilan, qu'il n'y a pas de suite. Et donc c'est les jeunes qui sont les plus en difficulté à l'âge adulte et qui vont mobiliser du coup plutôt des ressources extérieures à l'ASE, à l'âge adulte, notamment une des ressources qui est apparue comme très forte dans les entretiens, c'est les parents des petits copains et des petites copines, c'est-à-dire la relation s'arrête avec le petit copain et la petite copine, mais ils trouvent des supports dans les parents de leurs amis. Et c'est des jeunes qui ont le plus choisi dans le photolangage la barque pour marquer leur sentiment de solitude, comme Béra qui dit, ou Wallace, pardon, c'est un bateau au milieu de rien, perdu, c'est la solitude. Et par exemple, un qui nous dit, sur qui tu comptes? Je sais pas, personne, je crois. Comme je disais juste avant, les éducs, c'est tout le monde. Des éducs, oui, quelques éducs, les amis aussi. Il y a un éducateur et un ami. Donc là, on se retrouve du côté des discours les plus confus, les plus contradictoires, avec une difficulté à identifier des personnes ressources. Je vais terminer sur la conclusion. Donc, ce qu'on peut percevoir, c'est qu'il y a dans ces parcours des inégalités familiales qui sont redoublées par des inégalités dans les parcours au sein de l'institution de l'aide sociale à l'enfance. Mais malgré tout, malgré ces parcours inégaux, on peut repérer une difficulté commune à l'âge adulte, qui est la notion de solitude, et qui est très différente de la notion d'isolement, donc dans la distinction que fait Cécile Van de Velt. C'est-à-dire c'est plutôt une solitude perçue, c'est-à-dire que c'est pas des jeunes qui ne peuvent pas identifier des liens, mais dans ces liens finalement il manque un espace partageable, il manque une dimension de partage commun qui fait que ces liens peuvent rester vivants. Et on peut penser que la difficulté de rencontrer par ces jeunes, c'est celle de l'hybridation, c'est-à-dire qu'ils ont traversé des mondes sociaux pluriels, leur tissage est fait de métissage, et donc ils ont une difficulté à trouver dans les liens des liens supports, du fait de ce qu'on appelait une quadruple distance, c'est-à-dire ils peuvent être à distance de leur famille d'origine, parce qu'au fur et à mesure le lien s'est rompu. Ils peuvent être à distance de leur milieu d'accueil puisqu'il manque un sentiment de reconnaissance par rapport à ce milieu d'accueil. Et ils peuvent être aussi à double distance à la fois des autres jeunes accueillis, donc ils cherchent à se distancier pour pas être perçus comme eux, comme des cassos. Donc ils cherchent toujours à montrer qu'ils sont différents des autres jeunes accueillis.
Et par ailleurs, ils sont aussi à distance des jeunes de la population générale qui décrivent beaucoup dans leurs entretiens parce qu'ils ont l'impression d'être dans des temporalités différentes de ces autres jeunes et donc d'être toujours dans des espaces différents, dans des temporalités différentes qui ne favorisent pas non plus les liens. Et donc, il peut se créer dans ces parcours un fort sentiment de solitude qui n'est pas lié à un isolement réel, mais qui est plutôt lié au sentiment que rien n'est partageable dans ces liens. Et d'ailleurs, comme le souligne Cécile Van de Velt, finalement, c'est ceux qui ont connu le plus le lien, donc les parcours longs, qui souffrent à l'âge adulte le plus, enfin, en tout cas qui parlent le plus du sentiment de solitude, notamment ceux pour qui la transition à l'âge adulte s'est faite sous la forme d'une désillusion par rapport aux liens construits. Et du coup, les questions qu'on se pose à la fin de ce projet, c'est en quoi la suppléance peut être un support à de nouvelles affiliations ou venir redoubler la désaffiliation, mais aussi comment la protection de l'enfance peut accompagner les enfants dans la construction d'identités multiples sans les assigner à une identité unique. Et enfin, comment la recherche peut avoir aussi une dimension performative en servant aussi de détaillage identitaire, ou au contraire, est-ce que la recherche peut parfois aussi redoubler le stigmate porté sur ces jeunes? Enfin, je laisse ces questions ouvertes et peut-être qu'on peut en parler dans la discussion. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierrine. On a un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Vous parlez de faire donc entrer ces enfants dans la modernité. Est-ce que la protection de l'enfance les conserve toujours dans l'idée de Durkheim, à savoir quand ils sont placés, donc l'acquisition de normes va leur permettre de grandir, ou justement cette confrontation à l'identité moderne qui est de se dire on est toujours dans un parcours de recherche de ce qu'on est intimement et de ce qu'on veut montrer aux autres. Alors, ce qui ressort des entretiens, donc, peut-être que je ne l'ai pas assez dit, c'est que chez l'ensemble des enquêtés, ils se disent satisfaits d'avoir été placés, ils ont un rapport positif à leur placement, mais néanmoins, le placement a produit de nouvelles difficultés qui n'étaient pas présentes auparavant dans leur prise en charge, notamment en termes d'unification, finalement, d'expériences de vie éclatées et de confrontation à des héritages mixtes. Et par ailleurs, une autre difficulté, c'est le fait que la protection de l'enfance a représenté pour eux un peu un appel d'air, c'est-à-dire ils ont le sentiment de pouvoir avoir un parcours ascendant, notamment en termes scolaires, et cet appel d'air se referme très vite au moment de la majorité, où ils sont plutôt poussés vers des filières courtes, ils sont plutôt conduits à faire des études courtes, et donc finalement, ils sont un peu entre deux... là encore, entre deux espaces, avec d'un côté l'idée qu'ils pourraient avoir un parcours d'ascension, et en même temps, ils sont ramenés à un parcours court. Et donc, du coup, ça produit beaucoup de discussions au sein de l'espace de recherche avec les pairs qui, par exemple, ne souhaitaient pas du tout être comparés, ils ne souhaitaient pas du tout que leur parcours soit comparé, notamment leur parcours scolaire, aux classes populaires, à l'expérience des enfants des classes populaires, parce que pour eux, la prise en charge induit, du coup, un élément différent par rapport, par exemple, aux jeunes des classes populaires. Et donc, ils sont un peu dans une situation un peu d'entre-deux. Est-ce que vous avez, à la fin vous avez terminé là? Oui. Est-ce que vous avez recueilli leur avis sur ces dernières questions? Qu'est-ce qu'ils en disent? Quelles leçons ils disent avoir tirées de ce parcours de recherche avec vous? Alors, je crois que l'expérience, elle a été vécue très différemment selon les uns et les autres. Donc, ce que j'ai pas aussi assez dit, c'est qu'il y a eu beaucoup de situations d'aller-retour. Certains qui sont restés dans le projet tout le long, d'autres qui sont sortis, d'autres qui sont revenus. Donc, il y a eu beaucoup de situations un peu d'aller-retour. Je crois que ce qu'ils ont beaucoup apprécié, en fait, c'est d'une part qu'on prenne beaucoup en compte leur avis, qu'ils étaient assez libres très libres même dans les méthodes de recherche, très libres dans l'élaboration de la démarche,
Même parfois, ils se sentaient un peu trop libres. Ils nous rappelaient à notre rôle de chercheur en nous disant « mais c'est quand même à vous de faire ci ou ça », alors que nous, on voulait leur laisser beaucoup de liberté, mais ils nous rappelaient un peu à l'ordre en disant « mais c'est quand même votre boulot, ça ». Et ce qui leur a beaucoup, je crois, ce qu'ils ont beaucoup apprécié, c'est de pouvoir réélaborer leur parcours individuel, même si ça a été aussi le sujet ça a été parfois lourd aussi de se confronter pendant des longs week-ends à ces thématiques. Et pour ceux qui ont le plus bénéficié, tous ont bénéficié de manière inégale du projet, ou tous l'ont pas vécu différemment. Pour ceux qui peut-être ceux qui en ont le plus bénéficié, je crois ce que ça a permis aussi, c'est de finalement de revenir sur cette histoire qu'ils percevaient comme négative pour en tirer quelque chose de positif, notamment en termes de présentation, en termes quand ils ont été associés aux présentations dans des colloques ou quand ça a été support à la mobilisation, à la création. Ils ont créé une association à la suite de ce projet, donc quand ça a été support à la mobilisation collective. Mais même là, c'est toujours un peu ambivalent parce que quand ils sont par exemple amenés à présenter dans les colloques, on attend encore toujours d'eux, enfin en tout cas les institutions attendent toujours d'eux qui racontent leur parcours individuel, alors qu'ils voudraient être plus dans le parcours individuel, mais la présentation de résultats généraux. Mais ça paraît pas assez authentique quand ils présentent des résultats généraux. Il faudrait revenir à quelque chose de plus affectif et plus, oui, pathos, oui, en fait. Et donc même dans ces situations-là, ils sont encore un peu dans un entre-deux en fait. Et pour d'autres ont quitté le projet, donc ça veut dire peut-être qu'ils n'ont pas trouvé suffisamment de choses dans ce projet aussi. Donc ça ne correspondait pas à la temporalité dans laquelle ils étaient. Il y en a une qui est devenue mère pendant le projet et a préféré se consacrer à sa maternité, ce qui est légitime, plutôt que de revenir sur son histoire à ce moment-là. Enfin, elle ne voulait pas revenir sur son histoire à ce moment-là, par exemple. Donc je pense que le vécu du projet était aussi très différent selon leur parcours, là où ils en étaient dans la transition à l'âge adulte, leurs ressources aussi, enfin ils avaient différentes ressources les uns les autres, et selon leur volonté ou non de s'impliquer dans une mobilisation collective par la suite. Dans ce que vous exprimez notamment par rapport au rapport à la solitude, je me demandais si vous aviez fait des rapprochements avec les situations de résilience aussi qu'on pourrait, je sais pas, en rapprochant, j'ai pas eu le temps de noter les 3 identités dont vous parliez, la blessée, assignée, la 3e c'était quoi? Non, ça c'était juste des références théoriques. Oui, spectrales, c'est un terme de Jacquet sur les transclasses. Voilà, donc du coup, par rapport à la résilience, est-ce que vous avez fait des liens entre ce qui a été exprimé, le profil des jeunes et peut-être un lien avec ceux qui n'ont pas suivi, voilà. Alors, par rapport au sentiment de solitude, c'était un sentiment très présent dans l'ensemble des entretiens et aussi beaucoup chez les enquêteurs. Il est vécu différemment, c'est-à-dire qu'il est plus exprimé sur ceux qui ont le plus connu le lien, paradoxalement. C'est ceux-là qui expriment le plus ce sentiment de solitude. Et après, je n'utilise pas trop le terme de résilience, mais certains vont valoriser cette identité plurielle, tandis que pour d'autres, elle va représenter un fardeau. C'est-à-dire certains vont valoriser leur singularité, leur unicité, tandis que d'autres vont plutôt aborder cette question sous la question de la difficulté à concilier ces espaces de vie pluriels. Donc pour certains, c'est quelque chose de valorisant, dont ils peuvent tirer profit à l'âge adulte, et pour d'autres, c'est plutôt une difficulté à l'âge adulte. Et sinon, alors les enquêteurs, au fur et à mesure, du coup, sont comparés aux enquêtés, aux différents types de parcours, et parfois sont eux-mêmes dit, tiens, moi je me rapproche plutôt de la catégorie des liens détachés, ou je me rapproche plutôt de la catégorie des liens suspendus, même si tout le monde, ils n'ont pas tous fait cette démarche-là. Certains n'ont pas voulu s'identifier à un groupe d'enquêtés. Je m'interroge toujours sur cette catégorisation qui est un peu le propre des études en sociologie parfois, me semble-t-il. Et est-ce qu'on n'est pas dans une autre forme d'assignation? Voilà. Alors, peut-être ce que j'ai aussi pas assez dit, c'est que cette catégorie, elle n'est pas fixe, c'est-à-dire que les parcours circulent à l'intérieur de ces catégories. C'est des idéotypes, donc ça veut dire que ça représente une certaine conception, mais ça ne veut pas dire que l'un est tout l'un ou tout l'autre, que les jeunes circulent à l'intérieur de ces catégories. Et est-ce que c'est une forme d'assignation? Alors peut-être qu'on peut effectivement, on peut le voir ainsi. Au début, ils ont beaucoup résisté effectivement à l'idée de catégorisation.
Et en même temps, c'est aussi une forme de donner un sens à une réalité sans pour autant la figer dans le marbre. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Oui, non, je pense au risque d'appartenir à une catégorie, d'être donc forcément étiqueté, et l'impact que ça peut avoir sur leur parcours à venir aussi. Donc après, la question, c'est une fois qu'on a réalisé ces catégories, qu'est-ce qu'on en fait et quel sens ça a en termes de projet pour ces jeunes? C'est surtout ça ma question. Alors peut-être que ça a aussi un sens en termes de pratiques d'accompagnement, parce qu'on voit que selon les parcours, on peut penser que les pratiques d'accompagnement à l'âge adulte peuvent être différentes, et les attentes des jeunes à l'âge adulte sont aussi différentes en fonction de ces 3 types de parcours. Et l'idée, c'est pas de les figer dans une ou l'autre de ces catégories, mais c'est aussi pouvoir aussi mettre en sens ce qu'ils ont vécu. Et je crois aussi c'est comme ça qu'ils l'ont compris, et aussi s'apercevoir que finalement leur parcours n'est pas lié à une responsabilité individuelle, que le parcours d'ailleurs soit positif ou négatif, j'aime pas, enfin que le parcours soit plutôt ascendant ou descendant, c'est moins lié à une responsabilité individuelle qu'à des éléments de contexte et des forces extérieures. Et ça, je crois que ça a été aussi pour eux quelque chose d'un peu rassurant, de s'apercevoir que autant pour ceux qui avaient réussi, entre guillemets, que ceux pour qui le parcours a été plus erratique, de s'apercevoir qu'il y avait aussi des éléments contextuels qui avaient joué dans leur parcours, en fait. Parce que finalement, c'était fortement culpabilisé. Enfin, ils étaient tous fortement en situation de dette et de culpabilité par rapport à leurs frères et sœurs, par rapport à ceux qu'ils ont vus aussi tomber au fur et à mesure du parcours. Et la culpabilité, elle était aussi forte chez ceux qui avaient moins réussi que ceux qui avaient connu un parcours ascendant. Et donc, du coup, finalement, s'apercevoir que c'est pas lié à une histoire seulement individuelle, mais que c'est aussi lié à une histoire collective, ça a été quelque chose pour eux, je crois, de formateur, je pense. Et après, pour que ce soit pas stigmatisant, on s'est beaucoup appuyé sur on a beaucoup discuté du vocabulaire, c'est-à-dire tout le vocabulaire employé dans la recherche. Il a fait de l'objet de discussions pendant de longs week-ends, c'est-à-dire que pour l'analyse des entretiens, on a procédé par des temps d'échange sur des week-ends entiers. Et donc tous les termes qu'on utilise, c'est des termes qui ont été négociés, discutés en groupe. Et donc il n'y a aucun terme qu'on utilise avec lequel ils n'ont pas été d'accord, en fait. Par exemple, au début, on utilisait le terme identité blessée. Ils ne souhaitaient pas que même si c'était un terme qu'on avait issu d'autres recherches. Du coup, on a transformé ce terme pour essayer aussi qu'il soit aussi en accord avec les termes utilisés dans le projet, en fait. Donc tous les termes utilisés, c'est des termes qui ont été extrêmement discutés longuement et repris avec eux, en fait. Bien, merci beaucoup Pierrine, merci beaucoup d'être venue de Paris et merci beaucoup pour la qualité de cette intervention. Donc c'était la dernière séance des séminaires du mardi co-organisée avec la chaire de recherche pour la jeunesse pour cette année universitaire, et donc nous nous retrouvons en septembre. Voilà, merci beaucoup.